Le ciel au-dessus de Maple Ridge paraissait plus lourd que d'habitude ce soir-là, comme s'il retenait de la neige, ou peut-être, quelque chose de tout à fait différent. Je roulais lentement dans la rue de mon père, les deux mains crispées sur le volant, le chauffage faisant de son mieux pour combattre le froid qui s'infiltrait de partout. Sur le siège passager reposait le crumble aux pommes encore chaud que j'avais préparé, en suivant la vieille recette de ma mère. C'était son plat de Noël, celui qu'elle faisait chaque année, jusqu'à l'hiver où elle est tombée malade. Je voudrais vous demander quelque chose avant de continuer. Que faites-vous en ce moment même, en écoutant cette histoire? Pour ma part, à l'instant précis où tout est arrivé, j'étais assise dans ma voiture, le chauffage réchauffant à peine mes doigts, tenant le dessert que ma mère préparait à chaque fête, et je me disais que cette année serait différente. Je me suis garé devant la maison de mon père et je suis resté là un moment, observant les lumières scintiller à travers les fenêtres givrées. Chaque décoration était parfaite, des rubans parfaits, des guirlandes parfaites, des angles parfaits. Tout avait l'air cher, exactement comme Lily aimait que les choses paraissent. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur, j'ai bien serré mon manteau, et je me suis dit qu'arriver en avance pourrait peut-être bien commencer la soirée. Peut-être que papa apprécierait que j'ai fait cet effort. Peut-être qu'il me prendrait dans ses bras. Peut-être que, pour une fois, l'ambiance des fêtes ressemblerait à ce qu'elle était avant que tout ne devienne si compliqué. Le vent me mordait le visage alors que je remontais l'allée. J'ai serré le plat chaud contre ma poitrine, sentant la chaleur s'infiltrer dans mes gants. Mon souffle formait un nuage pâle devant moi lorsque j'ai atteint le porche. La couronne accrochée à la porte semblait sortie d'un catalogue, parfaitement symétrique, parfaitement mise en scène. Rien à voir avec celle que maman et moi fabriquions ensemble, à la table de la salle à manger, quand j'étais petite. J'ai appuyé sur la sonnette. Le carillon a résonné dans la maison. J'ai entendu des pas, quelques voix, un éclat de rire, le tintement d'un verre contre un autre. Je suis resté là, avec un petit sourire plein d'espoir que je ne savais même pas que j'arborais. Puis la voix de mon père a fusé à travers la porte, assez fort pour me frapper comme une gifle. Va-t'en. Lily ne veut pas de toi ici. Il n'y a que des gens importants aujourd'hui. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. Mes doigts se sont resserrés autour du plat. Mon cœur a cogné une fois, fort, contre mes côtes. J'ai attendu que la porte s'ouvre. J'ai attendu une explication. J'ai attendu n'importe quoi. Mais à la place, j'ai entendu la voix d'Emma flotter de l'intérieur, un son léger et amusé, suivi du rire de Jonathan, comme si quelque chose dans cette situation était drôle. Leurs pas se sont rapprochés, puis se sont éloignés à nouveau, comme s'ils passaient devant la porte sans même se soucier du fait que j'étais là, de l'autre côté. Le froid m'a transpercé. Je l'ai senti dans ma poitrine, plus que sur ma peau. Les mots que des gens importants aujourd'hui flottaient dans l'air, comme s'ils étaient faits de glace. Je n'ai pas sonné à nouveau. Je n'ai pas frappé. J'ai juste fait demi-tour et je suis retourné à ma voiture, mes bottes frappant l'allée trop fort. Mes yeux me piquaient, mais le froid a séché les larmes avant qu'elles ne puissent tomber. Au moment où j'ai ouvert la portière, mes mains tremblaient trop pour tenir le dessert stablement. Je suis resté assis sur le siège conducteur, fixant sa maison, rayonnante de lumière chaude, remplie de voix qui me semblaient soudain étrangères. Mon propre père m'avait chassé de Noël. Pour Lily, pour Emma, pour Jonathan, pour des gens qui le connaissaient depuis une poignée d'années, alors que moi, je l'avais connu toute ma vie. Je suis rentré chez moi sans la radio, incapable de supporter la moindre chanson joyeuse. Le goût de l'humiliation s'accrochait au fond de ma gorge. Mon appartement m'a semblé plus petit que d'habitude quand je suis entré. J'ai posé le dessert sur le comptoir et je n'y ai pas touché. Mes mains tremblaient encore. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer le moment où mon père avait crié à travers la porte, « Va-t'en !» Que des gens importants. Je suis allé dans le salon et je me suis laissé tomber sur le tapis, devant la photo encadrée de ma mère. Son sourire sur cette photo avait toujours été une sorte de réconfort pour moi, quelque chose de chaleureux et d'inébranlable. Ce soir, cela me faisait mal de la regarder. Cela me faisait mal d'imaginer ce qu'elle dirait si elle avait été là. J'ai pressé mes doigts contre le bas du cadre et j'ai murmuré dans l'appartement silencieux, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je dois l'avoir répété encore et encore, sans m'en rendre compte. La question tournait en boucle en moi, comme un battement de cœur que je ne pouvais pas contrôler. Mon manteau était toujours sur moi. Mon écharpe était toujours autour de mon cou. J'avais l'impression que si je bougeais ne serait-ce que d'un centimètre, tout ce qui était en moi se déverserait. Je suis resté assise là longtemps,
assez longtemps pour que le chauffage ronronne pendant un autre cycle, assez longtemps pour que les voisins de l'autre côté de la cour éteignent leurs lumières, une par une. Et dans le silence, une petite pensée s'est glissée en moi. Je me suis demandé ce que faisaient les autres, lorsque des moments comme celui-ci les trouvaient, des ruptures, des trahisons, une famille qui les rejette. Je me suis demandé s'ils étaient debout devant l'évier, ou en train de plier du linge, ou de rentrer du travail en voiture, sans s'attendre à ce que leur monde entier bascule. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment même, en écoutant mon histoire. Mais à cet instant précis, j'étais assise sur le sol de mon salon, portant encore mon manteau, fixant la photo de ma mère, et essayant de respirer au-delà du sentiment que quelque chose dans ma vie s'était brisé de manière irréparable. Et si vous restez avec moi tout au long de cette histoire, vous verrez que cette nuit n'était que le début. Ce qui s'est passé ensuite a été bien pire, avant que la vérité ne finisse par éclater. Je suis resté là, à murmurer la même question à la photo devant moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais la vérité se dirigeait déjà vers moi, changeant de forme dans l'obscurité, se préparant à se révéler d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Le lendemain matin, la lumière qui filtrait à travers mes stores me semblait trop vive. Je m'étais endormi sur le sol du salon, toujours vêtu de mon manteau, la joue pressée contre le tapis. Quand j'ai finalement réussi à me redresser, tout en moi était raide et creux, comme si ma poitrine avait été vidée par la nuit précédente. Je suis resté assise là, à fixer la photo de ma mère un long moment, laissant le silence m'imprégner. Puis mon téléphone s'est mis à sonner sur le comptoir de la cuisine. Le son a fendu le silence comme une lame tranchante. Je me suis levé lentement, je me suis approché et j'ai regardé l'écran. Papa. Mon estomac s'est noué. Une partie de moi pensait qu'il appelait peut-être pour s'excuser, ou au moins pour expliquer ce qui s'était passé la veille. Peut-être regrettait-il de m'avoir crié dessus. Peut-être comptait-il dire qu'il avait été dépassé, ou confus, ou n'importe quoi qui ressemblait à de l'empathie pour ce qu'il avait fait. J'ai répondu. Avant même que je puisse dire bonjour, il a commencé à parler. Il avait l'air vif, presque joyeux, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Il m'a dit qu'il avait besoin de la clé du chalet. Il a dit que Jonathan pensait que le chalet pourrait bénéficier d'une rénovation majeure, pour augmenter sa valeur. Il a dit qu'il voulait le préparer pour le mariage d'Emma, afin que tout l'événement soit spécial et élégant. Ensuite, a-t-il expliqué, il pourrait le mettre sur Airbnb pour rapporter de l'argent supplémentaire à la famille. Pendant quelques secondes, je suis simplement resté là, le téléphone collé à l'oreille, figé dans l'immobilité. Le chalet. Ce chalet. Le chalet de ma grand-mère. Le chalet de ma mère. Mon chalet. Il a continué à parler. Son ton était impatient maintenant, comme s'il parcourait une longue liste de choses à faire et que je retardais la prochaine étape. Lily avait mentionné que le chalet serait bien plus utile si toute la famille y avait accès. Elle pensait que le chalet devrait être considéré comme une propriété familiale, quelque chose dont tout le monde pourrait profiter. Il a dit qu'ils avaient besoin de la clé ce matin-là, pour que Jonathan et Emma puissent monter et examiner l'agencement. Il a dit tout cela comme s'il ne m'avait pas hurlé dessus la veille, comme si je n'avais pas quitté sa porte d'entrée, humilié, comme s'il n'avait pas choisi le camp de Lily plutôt que le mien, sans la moindre hésitation. Il n'y a eu aucune excuse. Pas un seul mot sur le réveillon de Noël. Pas la moindre trace de regret. La seule chose qui l'intéressait, c'était le chalet. Je suis resté là, agrippé au bord du comptoir de la cuisine. Ma poitrine s'est de nouveau resserrée, mais cette fois, c'était différent. Pas de la tristesse, pas de la peur, quelque chose de plus vif, de plus calme, quelque chose qui ressemblait au début de la compréhension. Je lui ai demandé de quel chalet il parlait, même si je connaissais la réponse. Ma voix est sortie plus douce que je ne le voulais. Il a semblé agacé que je pose même la question. Il a parlé du chalet là-haut, à Cedar Hollow, celui que maman aimait tant, celui qu'il supposait que je lui remettrais pour les préparatifs du mariage. Il a répété qu'il était plus pratique pour la famille d'utiliser le chalet que de le laisser vide sous mon contrôle exclusif. Les mots m'ont frappé au ralenti, propriété familiale, pratique, vide, contrôle exclusif. Il les a prononcés comme s'ils étaient des faits gravés dans la pierre. Il les a dit comme si ma grand-mère n'avait pas offert ce chalet à ma mère dans un élan d'amour, comme si ma mère ne l'avait pas mis entre mes mains en sachant qu'elle ne serait plus là pour me guider vers l'âge adulte, comme si chaque souvenir construit dans ce chalet ne m'appartenait pas. Il a continué à parler, et je n'entendais qu'un seul mot se répéter dans ma tête, chalet. Pas Claire, pas Noël, pas pardon, pas ma fille.
Chalet. J'ai finalement murmuré que je l'avais entendu. J'ai dit que j'y réfléchirais et que je le rappellerais. Il a protesté. Il a dit qu'il n'y avait rien à réfléchir, qu'il avait besoin de la clé ce matin, qu'ils avaient des projets. Il a dit qu'Emma était excitée à l'idée d'un mariage au bord du lac. Il a dit que Jonathan voulait inspecter la plomberie et l'électricité pour commencer à planifier la rénovation. Rénovation. Mon estomac s'est retourné. J'ai imaginé le chalet mis en pièces. J'ai imaginé les étagères en bois faites à la main par ma grand-mère, arrachées pour quelque chose de moderne. J'ai imaginé les vieux kilts que ma mère gardait pliés dans le coffre en cèdre, jetés pour une nouvelle literie choisie par Lily dans un catalogue. Je les ai imaginés repeindre les murs, remplacer les planchers, ajouter des comptoirs polis et des luminaires à la mode, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de ma famille. J'ai eu la nausée. Il a continué à parler. Son ton a changé quand il a réalisé que je n'acquiesçais pas assez vite. Il a dit que je devrais arrêter d'être difficile. Il a dit que le mariage d'Emma méritait d'être parfait. Il a dit que les revenus d'Airbnb pourraient aider tout le monde, si j'arrêtais d'être sentimental à propos de cet endroit. Sentimental. Le mot s'est logé dans ma gorge comme une pierre. Il a continué, superposant ces mots encore et encore, propriété familiale, rénovation, Airbnb, mariage parfait, pratique, utile, sentimental, difficile. Chalet, chalet, chalet. Je suis resté là, le téléphone à l'oreille, les yeux secs mais brûlants. La lumière du soleil par la fenêtre éclairait le crumble aux pommes, toujours intact sur le comptoir, le même dessert qu'il avait rejeté sans même savoir que je l'avais porté jusqu'à sa porte, mes mains gelées, le cœur ouvert, prête à célébrer avec lui. Il n'en a pas parlé. Il ne le ferait jamais. Quand il s'est arrêté pour reprendre son souffle, j'ai finalement dit que je devais le rappeler. Il a recommencé à protester. Je l'ai interrompu. Ma voix est sortie plate et stable, d'une manière qui m'a surprise. J'ai dit que je le rappellerais. Puis j'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. Le silence qui a suivi a semblé immense, comme si l'espace entre moi et mon père s'était tellement étiré que je n'étais plus sûr qu'un pont puisse jamais exister à nouveau. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient de nouveau, mais différemment cette fois. Je suis retourné vers le salon. La lumière du matin frappait la photo de ma mère sur le mur. Son sourire semblait doux, comme si elle comprenait quelque chose que je n'avais pas encore pleinement accepté. Je me suis souvenu du chalet tel qu'elle l'utilisait, des soirées chaudes, des matins calmes, l'odeur des pains après la pluie. Je me suis souvenu des étés que nous passions à lire sur le porche, des hivers où nous nous asseyions près de la cheminée avec des couvertures sur les jambes, des nuits où le vent faisait trembler les fenêtres et où elle me tenait la main jusqu'à ce que je m'endorme. Je me suis souvenu du jour où elle m'a dit que le chalet serait à moi. Elle l'a dit doucement, comme si elle savait ce que cela signifiait pour moi. Elle a dit que je comprendrais un jour pourquoi elle voulait qu'il reste à mon nom. Elle m'a dit que j'avais besoin de quelque chose qui m'appartiendrait toujours, peu importe à quoi ressemblerait la vie plus tard. Maintenant, je commençais à comprendre. Maintenant, ça faisait mal d'une manière que je n'avais pas prévue. J'ai fait les 100 pas dans l'appartement un moment, mon esprit tourbillonnant entre les souvenirs et l'appel de mon père. La façon dont il me parlait semblait répétée, comme s'il avait déjà décidé que je dirais oui, comme s'il avait été convaincu par quelqu'un d'autre que le chalet ne m'appartenait pas vraiment, mais à lui, à Emma, à Lily, à Jonathan. Je pouvais entendre la voix de Lily dans ses mots calmes, polis, raisonnables en surface, la façon dont elle parlait de l'équité, la façon dont elle cadrait chaque conversation comme si elle offrait un cadeau plutôt que de prendre quelque chose. Je pouvais imaginer les conversations qu'ils avaient eues à huis clos, les petites suggestions, la logique qui n'en était pas une, la façon dont elle aurait pu se pencher et dire quelque chose comme « c'est du gaspillage de laisser Claire le garder toute seule ». Mes doigts se sont resserrés autour de mon téléphone. Quelque chose là-dedans clochait. Quelque chose avait changé chez mon père bien avant le réveillon de Noël, et maintenant, les pièces commençaient à s'assembler. Je me suis rassise par terre, devant la photo de maman. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, même si je savais qu'elle ne pouvait pas répondre. Je lui ai dit que papa m'avait crié dessus. Je lui ai dit qu'il avait fait comme si de rien n'était. Je lui ai dit qu'il voulait le chalet. Puis j'ai posé la question qui se cachait sous toutes les autres pensées, pourquoi maintenant? Pourquoi cet intérêt soudain pour un endroit qu'il visitait à peine? Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette supposition que je le lui remettrais? Je n'avais pas encore la réponse.
Mais je savais une chose avec certitude, cela n'avait rien à voir avec l'amour ou la famille. Cela avait à voir avec le contrôle et, peut-être, quelque chose de plus sombre, quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Je suis resté là longtemps. Le soleil a traversé le tapis. Le chauffage s'est allumé et s'est éteint. Dehors, une portière de voiture a claqué et quelqu'un a salué un voisin. La vie continuait autour de moi, mais à l'intérieur, tout semblait suspendu. Finalement, je me suis levé et j'ai essuyé mes mains sur mon jean. Je suis allé à l'évier et j'ai passé le plat à dessert sous l'eau. L'eau a réchauffé mes doigts lentement. J'ai lavé le plat jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Quand je l'ai séché et que je l'ai remis sur l'étagère, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas la paix, pas la clarté, quelque chose de petit et de stable, comme le début d'une résolution. Je suis retourné à la table de la cuisine, j'ai pris mon téléphone, j'ai fixé l'écran un long moment, et je me suis murmuré, sans même y penser, il ne s'agit pas seulement d'un chalet. Puis j'ai pris une grande inspiration, et je l'ai rappelé. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Claire. Sa voix était tendue, comme s'il avait fait les 100 pas. Alors, la clé? J'ai dégluti. Ce ne sera pas un oui rapide, ai-je dit. Je dois d'abord vérifier certaines choses. Quelles choses? Il avait déjà l'air irrité. Tu te compliques la vie. C'est un chalet, pas une affaire judiciaire. Jonathan est prêt à monter là-haut aujourd'hui. Emma fait des plans. Tu es la seule à nous retenir. Les mots « nous retenir » m'ont durement frappé. Mes doigts se sont crispés plus fort autour du téléphone. Papa, ai-je dit lentement, cet endroit n'est pas juste un bien que tu peux déplacer sur un tableur. Il est lié à maman, à grand-mère, à moi. Je ne remettrai rien avant de m'être assuré de bien comprendre où j'en suis. Tu es dramatique, a-t-il sèchement répliqué. Lily pense que... Je l'ai interrompu avant de pouvoir m'en empêcher. Je me fiche de ce que Lily pense en ce moment. La ligne est devenue très silencieuse. Quand il a de nouveau parlé, sa voix était plus basse. Claire. J'ai pris une grande inspiration, me ressaisissant. Je ne dis pas non, ai-je dit, et les mots avaient un goût étrange, car une grande partie de moi voulait déjà dire exactement ça. Je dis que je te rappellerai après avoir vérifié quelque chose. C'est tout. Il a expiré brusquement, frustré. Très bien, mais ne traîne pas. On n'a pas tout notre temps. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, dans la cuisine, le téléphone toujours collé à l'oreille, sentant l'écho de son impatience flotter dans l'air. Pendant un long moment, j'ai fixé l'écran vide. Puis, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et je me suis dirigé vers le petit bureau intégré dans le coin de mon salon. Le tiroir du bas coinçait un peu, comme toujours, et cette résistance familière m'a en fait calmé. Je l'ai ouvert et j'en ai sorti le dossier vert délavé où je gardais tous les papiers importants dont ma mère m'avait autrefois parlé avec insistance. Elle avait toujours dit, garde tes documents là où tu peux les trouver le jour où tout va mal. Je n'avais jamais imaginé que mon pire jour ressemblerait à ça. J'ai apporté le dossier à la table de la salle à manger et j'ai étalé son contenu, les enveloppes juridiques, les photocopies avec des tampons en relief, les notes manuscrites ma vie sous forme de papier. J'ai commencé par la date où tout s'est brisé, l'année de la mort de ma mère, 2018. J'avais 24 ans. Je pouvais encore voir la chambre d'hôpital, la façon dont la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, la façon dont mon père se tenait à la fenêtre, les épaules courbées comme s'il avait soudainement vieilli de 10 ans en une semaine. Après les funérailles, alors que je traversais encore les jours comme un fantôme, il m'avait pressé de rencontrer son avocat en ville. Tu dois savoir ce qu'elle voulait, avait-il dit à l'époque, sa voix plus douce qu'elle ne l'était maintenant. Elle ne voulait pas que tu sois dans le flou. Je m'étais assis sur une chaise rigide dans un petit bureau au mur couvert de diplômes, pendant que l'avocat expliquait le testament de ma mère. Il n'y avait pas grand-chose, quelques économies, sa voiture, des bijoux ayant plus de valeur sentimentale que financière. Mais quand il en est arrivé au chalet, sa voix a légèrement changé. Votre mère a été très claire à ce sujet, avait-il dit. Elle a écrit que le chalet devait vous revenir spécifiquement, non pas dans le cadre d'un patrimoine commun, mais comme votre bien propre. À 24 ans, mon cerveau était encore embrumé par le chagrin. J'ai hoché la tête, sans saisir pleinement le poids de ce que cela signifiait. J'avais juste pensé que c'était adorable qu'elle veuille que j'aie notre endroit spécial. Je n'avais pas du tout pensé au remariage, à l'héritage ou à l'opinion de qui que ce soit d'autre. 2 ans plus tard,
au début de 2020, je me suis assise dans le même bureau pour signer les papiers qui officialisaient la chose. J'avais alors 26 ans. Je me souviens que ma main a eu une petite crampe à force de signer, mon père assis à côté de moi dans un pull gris, observant en silence. « Ta mère serait fière de toi », avait-il dit après, alors que nous nous dirigions vers le parking. « Tu as géré ça comme une pro. » Le titre de propriété du chalet avait été entièrement transféré à mon nom. Aucune mention de lui, aucune clause supplémentaire, juste mon nom sur cette ligne. Cette même année, quelque part cet été-là, il a rencontré Lily à un barbecue de l'église, et en quelques mois, ils étaient inséparables. À la fin de cette année-là, il avait 61 ans et était remarié, vivant dans une maison décorée avec goût de l'autre côté de la ville, qui ne semblait plus porter aucune trace de ma mère. J'ai regardé les dates sur les documents devant moi, 2018, 2020. La chronologie était claire d'une manière que je n'avais jamais pris la peine de remarquer auparavant. Ma mère est morte. Le chalet m'est revenu. Ce n'est qu'après cela que la vie de mon père a pris une nouvelle direction. Le chalet n'était jamais passé entre ses mains, pas une seule fois. Si un avocat traçait une ligne de propriété, elle irait de ma grand-mère à ma mère, puis à moi. Mon père n'apparaissait nulle part sur cette ligne. Lily, certainement pas. Ni Emma, ni son fiancé. C'était une vérité si simple, mais j'avais presque laissé d'autres personnes m'en dissuader. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai fixé le plafond, laissant la réalité s'installer. Chaque mot que papa m'avait lancé ce matin-là sur la propriété familiale sonnait différemment maintenant. Toute cette pression n'était pas étayée par des faits. Elle était étayée par des suppositions et un sentiment de droit. Et ce n'était pas seulement la sienne. J'ai commencé à rejouer de plus petites scènes dans mon esprit, de petits commentaires désinvoltes de l'année écoulée qui m'avaient échappé à l'époque. Il y a eu ce barbecue à la fin de l'été, quand j'étais allé chez papa et Lily. Le grill fumait dans le jardin. Lily avait disposé des assiettes et des serviettes assorties, comme si nous organisions une séance photo pour un magazine. Emma était arrivée en retard, entrant d'un pas léger avec son sac de créateur et parlant sans arrêt de sa bague de fiançailles et de son haut tableau de mariage sur une application quelconque. À un moment donné, nous étions tous sur la terrasse, et elle s'était tournée vers moi avec ce sourire éclatant et légèrement acéré qu'elle arborait quand elle se croyait maligne. « Tu sais, Claire, c'est un peu fou que tu gardes tout ce chalet pour toi toute seule, » avait-elle dit en riant comme si c'était une blague. « C'est un si grand endroit pour une seule personne. Pense à toutes les belles choses qu'on pourrait en faire si c'était vraiment un espace familial. » Je me souviens m'être senti un peu piqué, mais je l'avais ravalé. Je lui avais dit que je ne le gardais pas pour moi, que j'aimais juste le calme. C'était là que maman et moi avions passé notre temps, que je ne voulais pas transformer chaque recoin de ma vie en projet de groupe. Elle avait haussé les épaules, ses yeux glissant au-delà de moi comme si elle n'entendait pas vraiment ce que je disais. « Tu es trop attaché au passé », avait-elle lancé légèrement. La vie continue. Puis Jonathan s'en était mêlé, faisant semblant d'offrir un conseil amical. Il avait sorti son téléphone et commencé à énumérer les tarifs à la nuit qu'il avait vus pour des chalets près de Cedar Hollow. « Tu rates quelque chose, Claire ?» avait-il dit en secouant la tête d'un air faussement incrédule. « Tu pourrais te faire un paquet d'argent les week-ends. Je travaille dans l'immobilier, je sais de quoi je parle. Je pourrais t'aider à mettre ça en place, sans problème. On pourrait s'occuper des réservations, de toutes les choses qui semblent compliquées. Tout ce que tu aurais à faire, c'est de donner la clé. » À l'époque, j'avais un peu ri et dit « merci, mais non merci ». Je lui avais dit que je voulais que le chalet reste un endroit qui ressemble à un foyer, pas une porte-tambour de touriste. Il avait souri crispement et changé de sujet, mais je me souviens de quelque chose qui a traversé son visage, un calcul rapide. Puis il y a eu les plus petits commentaires de Lily lors d'un appel téléphonique à l'automne. Elle avait abordé le sujet du chalet presque nonchalamment, alors que nous discutions des plats d'accompagnement pour Thanksgiving. « Ton père s'inquiète pour toi, toute seule là-haut », avait-elle dit de sa voix douce. Ce serait peut-être mieux à long terme si nous envisagions de faire du chalet une propriété familiale officielle. Comme ça, tout est clair pour l'avenir. Tu n'aurais pas à porter la responsabilité toute seule. À ce moment-là, j'étais en plein milieu d'une échéance de travail et je n'écoutais qu'à moitié. J'avais murmuré quelque chose de vague, dit que nous pourrions en parler une autre fois. Puis le sujet avait changé, et je ne lui ai jamais demandé ce qu'elle entendait vraiment par clair. Maintenant, assise à ma table avec les documents devant moi,
ces petits moments s'alignaient comme les pièces d'un puzzle qui avait été éparpillé pendant des mois. Emma me traitait d'égoïste sous un vernis de gentillesse. Jonathan poussait l'idée d'Airbnb comme un vendeur. Lily parlait de responsabilité, de clarté et de sécurité. Tout cela tournait autour de la même cible. Mon téléphone a vibré là où il était posé à côté du dossier. Un SMS de papa est apparu à l'écran. Juste 3 mots, et la clé. Je l'ai fixé. L'absence de point d'interrogation en disait plus que les mots eux-mêmes. Ce n'était pas une question. C'était une attente. Quelque chose de froid et de net s'est mis en place en moi. Puis, peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père non pas seulement comme mon parent, mais comme un homme qui faisait des choix influencés par sa nouvelle femme, des choix qui ne méritaient pas automatiquement mon obéissance silencieuse. J'ai pensé à la banalité de ce genre de situation, même si les gens n'en parlent pas beaucoup. Des amis qui voient leur héritage changer après un remariage. Des parents plus âgés poussés à signer des papiers qu'ils comprennent à peine. Des enfants mis sur la touche pendant que de nouveaux conjoints et leurs enfants adultes s'installent au centre des décisions financières. Rien de tout cela n'avait besoin d'être dramatique en surface pour être dangereux en dessous. Peut-être que mon exclusion de Noël n'avait pas été seulement une question d'humeur ou de commodité. Peut-être que c'était une façon de montrer à Lily et Emma qu'il était entièrement de leur côté, une façon de prouver qu'ils les choisiraient plutôt que moi, même un soir destiné à la famille. Et une fois qu'il avait franchi cette ligne, à quel point était-il plus facile de repousser la suivante, de demander la clé du chalet comme si c'était son dû. J'ai baissé les yeux sur l'écriture de ma mère sur l'une des notes photocopiées que l'avocat m'avait donné, une petite ligne qu'elle avait ajoutée sur le fait de vouloir que j'aie une stabilité, quoi qu'il arrive dans la vie de ton père. Elle n'avait pas connu les noms ou les visages futurs. Elle avait juste connu la nature humaine. J'ai rassemblé les papiers en une pile nette et je les ai remis dans le dossier. Je n'avais pas encore toutes les pièces du puzzle. Je ne savais pas exactement ce que Lily avait dit à huis clos, ni ce que Jonathan et Emma complotaient en regardant les budgets de mariage et les annonces Airbnb. Mais j'en savais assez. Je savais que ce qui m'arrivait n'était pas rare. Je savais que si je restais silencieuse, l'histoire continuerait comme ils l'avaient écrite dans leur esprit. Et je savais une chose de plus, aussi sûrement que je connaissais mon propre nom, être repoussé de ce Porsche le soir de Noël n'était peut-être pas une explosion émotionnelle. C'était peut-être le premier coup d'une partie beaucoup plus grande. Cette pensée m'a pesé sur la poitrine pendant que je débarrassais la table et que je remettais le dossier dans le tiroir. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement un moment, sans vraiment rien voir, de la vaisselle dans l'évier, une couverture dépliée sur le canapé, une plante dans un coin qui avait besoin d'être arrosée. Des choses ordinaires, mais aucune d'entre elles ne semblait réelle. Chaque fois que je passais dans le couloir, mes yeux se dirigeaient vers ma chambre, vers le vieux coffre en cèdre au pied de mon lit. Je n'avais pas ouvert ce coffre depuis longtemps. Pas depuis les premiers mois après la mort de maman, quand tout ce que je touchais d'elle me semblait trop à vif. Pendant un certain temps, je l'avais gardé fermé exprès, comme si le laisser fermé garderait mon chagrin bien rangé, lui aussi. Maintenant, quelque chose à son sujet m'attirait. Je suis allé dans la chambre et je me suis tenu au pied du lit, fixant le bois lisse. Ma grand-mère avait donné ce coffre à ma mère quand elle était jeune femme. Maman disait qu'il contenait sa vie en couche, robe de mariée, vêtements de bébé, lettres, petits bouts d'histoire qui n'étaient jamais arrivés dans les albums photos. Je me suis agenouillé et j'ai passé ma main sur le couvercle. L'odeur de cèdre s'est élevée dès que je l'ai soulevé, cette odeur chaude et profonde de vieux bois qui ne disparaît jamais tout à fait. À l'intérieur se trouvaient les choses que j'avais rangées après avoir vidé la maison de maman, un kilt plié qu'elle avait cousu quand j'étais adolescente, quelques-unes de ses écharpes, une boîte à bijoux avec un fermoir cassé, une pile de cartes d'anniversaire et de fête, et près du fond, sous un pull usé qui lui ressemblait encore, il y avait une enveloppe avec mon nom dessus. Mon cœur a fait un petit bond douloureux. J'ai reconnu son écriture instantanément. J'avais presque oublié cette lettre, mais dès que je l'ai vue, je me suis souvenu du jour où elle me l'a donnée. C'était l'année avant sa mort, en 2017. Elle était déjà malade, se déplaçant plus lentement, les cheveux plus fins sous son bonnet en tricot préféré. Nous étions assises à sa table de cuisine quand elle m'a fait glisser l'enveloppe. Elle m'avait dit, « Tu n'es pas obligé de la lire maintenant. Garde-la juste en lieu sûr pour plus tard. » Je n'avais pas voulu penser à plus tard. À 23 ans, plus tard signifiait un monde où elle n'était pas là, et j'avais eu trop peur d'ouvrir quoi que ce soit qui le reconnaissait. Alors je l'avais rangé, d'abord dans un tiroir de mon ancien appartement, puis dans ce coffre quand j'ai déménagé,
me disant toujours que je la lirais quand je me sentirais assez forte. Apparemment, ce jour était aujourd'hui. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai tenu l'enveloppe un moment, sentant la légère rugosité du papier sous mes doigts. Mon nom y était écrit de son écriture bouclée, claire, à l'encre bleue qui n'avait que légèrement pâli. Ma gorge s'est nouée. J'ai glissé un doigt sous le rabat et je l'ai ouverte. Les premières lignes étaient simples. Elle parlait du temps, des traitements, du fait de se sentir fatiguée. Elle s'excusait de ne pas toujours être joyeuse, même quand elle essayait. Lire ces mots m'a piqué les yeux, car même dans la douleur, elle s'inquiétait encore de l'effet de son humeur sur moi. En descendant la page, son ton a changé. Il est devenu plus délibéré, plus comme si elle me guidait à travers quelque chose d'important. Elle a écrit qu'elle ne savait pas à quoi ressemblerait l'avenir après son départ. Elle ne savait pas si papa se remarierait un jour. Elle ne savait pas si une femme nommée Lily apparaîtrait, ou s'il y aurait des beaux enfants, ou de nouvelles familles, ou quoi que ce soit de ce genre. Elle a dit qu'elle n'avait pas de boule de cristal et ne voulait pas faire semblant. Mais elle savait une chose, elle savait que lorsque les gens meurent et que de l'argent ou des biens sont en jeu, les choses peuvent devenir étranges. Elle l'avait vu chez ses propres parents, disait-elle. Des cousins qui ne se parlaient plus pour un lopin de terre. Un frère qui s'est senti floué quand leurs parents ont changé un testament. Les bonnes personnes deviennent froides quand elles commencent à croire qu'elles ont droit à quelque chose. Elle a écrit qu'elle aimait mon père, qu'il avait été un bon mari pour elle, qu'elle n'écrivait pas par suspicion ou par colère. Elle a dit qu'elle ne l'accuserait jamais de mauvaises intentions qu'il n'avait pas montrées. Cette partie m'a serré la poitrine, car je pouvais entendre sa justesse même dans une lettre écrite depuis un lit de malade. Puis elle a ajouté que l'amour n'annule pas le besoin de pragmatisme. Elle m'a rappelé que le chalet venait de sa mère. Ma grand-mère le lui avait donné dans l'espoir qu'il serait toujours un refuge sûr pour les femmes de notre famille, un endroit où nous pourrions respirer si la vie devenait trop oppressante, un endroit qui ne dépendait des choix de personne d'autre. Elle a écrit qu'elle voulait honorer cela. Elle voulait que j'aie quelque chose à moi, pas quelque chose que je partagerais par défaut avec un futur partenaire ou avec la nouvelle épouse potentielle de mon père, un endroit dont je pourrais décider selon mes propres termes. Alors, elle avait demandé à l'avocat de structurer les choses de cette façon, le chalet pour moi, à mon nom, pas dans le cadre d'un pot commun qui pourrait être divisé plus tard, en fonction de qui était dans la vie de papa. Elle a écrit qu'elle n'essayait pas de l'exclure. Il aurait toujours son travail, ses économies, sa retraite. Mais le chalet, disait-elle, lui semblait être à elle à donner, et elle voulait me le donner proprement, sans condition. J'ai senti les larmes couler sur mon visage en lisant. Dans un paragraphe, elle reconnaissait directement que mon père pourrait un jour retrouver une compagne. Elle a dit qu'elle espérait sincèrement qu'il ne resterait pas seul pour toujours. C'était un homme sociable, me rappelait-elle, être veuf pouvait être sa propre forme de cruauté. S'il se remariait, elle espérait que sa nouvelle partenaire serait gentille avec moi. Elle espérait qu'il me traiterait avec justice et amour. Puis elle a ajouté une ligne qui m'a obligé à arrêter de lire une minute. Mais juste au cas où, a-t-elle écrit, juste au cas où la gentillesse ne durerait pas, ou que les circonstances changeraient d'une manière que je ne peux pas prévoir, je veux que tu aies quelque chose de solide sous tes pieds, quelque chose qui ne puisse pas être contesté à une table de fête. J'ai posé le papier sur mes genoux et j'ai fermé les yeux un instant. L'image de la porte d'entrée de mon père m'est revenue en mémoire, la couronne, la lumière chaude des fenêtres, sa voix me disant de partir parce que seules les personnes importantes l'étaient autorisées cette nuit-là. Je la voyais maintenant à travers le prisme de ces mots, ne puisse pas être contesté à une table de fête. Elle n'avait pas connu les détails, mais elle en avait prévu la possibilité. Pas de cette scène exacte, pas de Lily, Emma et Jonathan spécifiquement, mais de la pression, de quelqu'un décidant que ce qui était à moi devait être négociable. J'ai essuyé mon visage et j'ai continué à lire. Dans la dernière partie de la lettre, elle s'adressait directement à moi. Elle a dit que j'avais toujours eu un cœur tendre, que j'essayais de voir le meilleur chez les gens, que j'avais une faiblesse pour donner trop de chance. Elle a dit que c'était de bonne qualité à bien des égards, mais qu'elle pouvait aussi me faire du mal si je n'étais pas prudente avec l'argent et les biens. Elle a écrit que pour le chalet, elle voulait que je m'entraîne à être ferme. Elle m'a rappelé que dire non à la demande de quelqu'un n'était pas la même chose que de le rejeter en tant que personne, que refuser de donner les clés d'un endroit qu'elle avait sacrifié pour préserver pour moi n'était pas cruel, même s'ils appelaient ça de l'égoïsme. Elle m'a dit que si jamais je me sentais sous pression, je devrais l'imaginer debout à côté de moi, secouant doucement la tête. Il y avait une ligne près de la fin qui m'a marqué comme si elle avait été écrite au fer rouge, un jour,
tu te trouveras peut-être dans une pièce où des gens que tu aimes parleront de ce chalet comme d'une ressource qu'ils devraient tous partager. Quand ce jour viendra, je veux que tu te souviennes, il était à moi, puis à toi par mon choix, pas par leur permission. Elle a terminé la lettre avec quelques lignes plus douces, de petits souvenirs, un rappel qu'elle m'aimait plus que toute dispute sur des biens. Elle a signé avec un cœur tremblant sous son nom, comme si sa main avait été fatiguée. Je suis resté assis sur le lit, tenant les pages, l'odeur de cèdre m'enveloppant. J'avais l'impression qu'elle était dans la pièce, pas comme un fantôme, pas de manière effrayante, mais comme une présence stable. La même femme qui s'asseyait avec moi à cette table de chalet, qui me peignait les ongles pendant que le vent rugissait dehors, la même femme qui m'a appris à équilibrer un chéquier et à lire un contrat de location pratique et aimante à parts égales. Il n'y avait aucune allusion dans ces mots au fait que papa avait été infidèle ou cruel de son vivant. Aucune accusation cachée, aucune amertume. Juste de la prudence, juste de l'attention. Juste une femme qui avait assez vu de la vie pour savoir que les circonstances changent et qu'une fille a besoin de quelque chose sur quoi elle peut compter. Pendant quelques minutes, je me suis permis de penser à la version des événements que Lily pourrait raconter si elle voyait un jour cette lettre. Elle dirait probablement que je l'interprétais mal, que l'inquiétude de maman pour l'avenir ne signifiait pas que le chalet devait rester uniquement à mon nom pour toujours, que les familles évoluent, qu'il était égoïste de laisser une lettre datant d'années dicter les décisions actuelles. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais cru cela. Mais maintenant, j'en savais trop. J'avais les dates. J'avais les documents légaux. J'avais les mots de Marie qui résonnaient dans ma mémoire, à propos de Lily, Emma et Jonathan posant des questions sur la route du chalet. Et maintenant, j'avais ça, l'écriture même de maman, confirmant que l'arrangement n'était pas un accident ou un oubli. C'était intentionnel. C'était sa façon de veiller encore sur moi, des années après avoir su qu'elle serait partie. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai remise dans l'enveloppe, mais je ne l'ai pas encore rangée. Je l'ai tenue dans mes mains longtemps, sentant son léger poids. Quelques feuilles de papier, pourtant plus lourdes que tout ce que mon père avait dit au téléphone. À cet instant, quelque chose en moi a de nouveau changé. Jusqu'à présent, une partie de moi se demandait encore si je surréagissais, si je lisais peut-être de la malveillance là où il n'y avait que de la maladresse, si je faisais toute une histoire d'un Noël horrible et d'un mauvais appel téléphonique. La voix de ma mère sur ces pages me disait que non. Elle avait déjà vu ce genre d'histoire. Elle avait construit un bouclier pour moi, sans savoir exactement de quoi il me protégerait. Elle m'avait fait confiance pour l'utiliser le moment venu. J'ai regardé la lettre, puis le coffre en cèdre fermé, puis de nouveau vers la porte qui menait à ma cuisine, où mon téléphone attendait sur la table. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je ne me sentais pas comme une enfant effrayée, prise entre son père et sa nouvelle famille. Je me sentais comme une femme détenant la preuve que sa vie n'avait pas à être réécrite par les plans de quelqu'un d'autre. Maman avait vu plus loin dans l'avenir que je ne lui en avais jamais accordé le crédit. Et maintenant, c'était à mon tour de décider quoi faire de l'avertissement qu'elle avait laissé derrière elle. Je suis resté assise sur le bord du lit longtemps, après avoir replié la lettre de maman dans son enveloppe. La lumière de l'après-midi avait changé quand je me suis finalement levé, mes jambes raides d'être resté assis si longtemps. J'ai posé l'enveloppe délicatement sur ma table de chevet, comme si c'était quelque chose de vivant, quelque chose qui nécessitait une manipulation soigneuse. Puis je suis sorti dans le salon et je me suis assise sur le canapé, fixant le vide. J'avais prévu de rappeler papa tout de suite, armé de la vérité, mais un instinct en moi a murmuré, « Attends. Ne bouge pas encore. » Il y a plus que tu ne vois pas, j'étais toujours assise là, dans ce silence étrange et suspendu, quand mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé avec un nom que je n'attendais pas, Mary Collins, l'ancienne voisine de ma grand-mère à Cedar Hollow. C'était le genre de femme qui ne manquait jamais un détail sur son petit bout de route de montagne. Mon cœur a cogné une fois, puis s'est stabilisé. J'ai répondu. « Claire, ma chérie », a-t-elle dit de sa voix vive et directe. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. » J'ai hésité, puis j'ai dit honnêtement, la matinée a déjà été difficile. Que se passe-t-il? Elle a expiré, et je pouvais presque l'imaginer ajuster le téléphone contre son épaule, probablement assise à sa table de cuisine avec une tasse de thé. J'ai quelque chose que je pense que tu devrais savoir, a-t-elle dit. Quelque chose à propos de ce chalet à toi. Le mot chalet m'a glacé le sang. Je me suis redressé. Emma était ici la semaine dernière, a dit Marie. Elle a fait une pause, juste assez longtemps pour que le poids de ses mots s'installe. Elle est passée.
Elle voulait savoir depuis combien de temps ton père possédait l'endroit, voulait savoir s'il avait déjà mentionné avoir mis son nom sur l'un des papiers. Je lui ai dit, ta grand-mère l'a laissé à ta mère, et ta mère te l'a laissé à toi. Elle n'a pas semblé contente de cette réponse. J'ai fermé les yeux. Marie a continué. Puis, 2 jours après, ce fiancé à elle comment s'appelle-t-il? Jonathan il est passé, demandant si je savais si des documents avaient déjà eu besoin d'être mis à jour. Il a dit qu'il aidait votre famille à mettre de l'ordre pour le mariage et voulait vérifier si le chalet devait être transféré en bien commun ou quelque chose comme ça. Elle a laissé échapper un rire sec. Je lui ai dit que ce n'étaient pas mes affaires et certainement pas les siennes. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Mon rythme cardiaque s'est accéléré dans mes oreilles. Elle a poursuivi, et une dernière chose. Lily est passée le mois dernier. Elle a dit que c'était juste de la curiosité de voisine, mais elle posait des questions sur la valeur du chalet, a demandé s'il avait déjà fait partie des biens matrimoniaux de tes parents, ou s'il était séparé. Je lui ai dit ce que je savais, que ta mère tenait à le garder dans sa lignée. Mais la façon dont Lily posait ses questions. Ça ne m'a pas plu. Ça semblait trop calculé. Je me suis senti devenir très calme à l'intérieur. Pas choqué, pas surprise, juste calme, comme si j'avais attendu une confirmation sans le savoir. Marie a dû sentir le silence s'étirer de mon côté. Claire, a-t-elle dit doucement, je ne veux pas semer la zizanie, mais j'ai vécu dans ces montagnes longtemps. J'ai vu des familles se déchirer dans des querelles amères pour des terres, des chalets, des limites de propriété. Ce que je te dis, c'est qu'ils ont posé des questions qui n'ont de sens que si quelqu'un prévoit de te déposséder. J'ai dégluti. Ma gorge était serrée. Ça clarifie les choses, ai-je réussi à dire. Vu comment les choses se sont passées, je pense que tu as raison. Maintenant, je ne me mêle pas de tes affaires personnelles, a-t-elle dit. Mais écoute-moi bien. Ces gens tournent autour de ce chalet comme s'il s'agissait de viande fraîche. Ne les laisse pas te dire ce qui t'appartient. Je l'ai remerciée. Elle a insisté pour que j'appelle si j'avais besoin de quoi que ce soit et a raccroché. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement après l'appel, mon téléphone toujours à la main, mon esprit tourbillonnant alors que les dernières pièces s'assemblaient. Tout s'alignait trop nettement pour être ignoré. D'abord, Emma essayant d'établir une chronologie de propriété, essayant de trouver une faille, essayant de voir si elle pouvait argumenter que mon père avait une part dans le chalet. Puis, Jonathan faisant semblant d'aider à la planification du mariage mais cherchant en réalité des failles juridiques, agissant comme si un transfert de documents serait une solution rapide, agissant comme si me forcer à coopérer était normal. Ensuite, Lily posant des questions sur la valeur, sur la classification des biens matrimoniaux, sur le fait que le chalet ait pu être intégré à un bien commun. Individuellement, chaque question aurait pu passer pour de la curiosité. Ensemble, elles formaient une ligne droite visant un seul objectif, faire du chalet un bien familial, puis en faire le leur. S'ils pouvaient convaincre mon père qu'il lui appartenait déjà, même émotionnellement, alors tout le reste se mettrait en place. Emma aurait son lieu de mariage de rêve sans débourser un centime. Jonathan obtiendrait un projet de rénovation où il contrôlerait l'argent. Il le transformerait en un Airbnb où il gérerait les réservations et empocherait les revenus. J'ai revu le chalet en pensée. Je les ai imaginés arracher les vieilles armoires. J'ai imaginé la baignoire sur pied remplacée par quelque chose de moderne. J'ai imaginé Emma posant sur le porche pour des photos de mariage, parlant de la chance qu'elle avait que sa famille ait une si belle propriété. J'ai imaginé Jonathan calculant des marges bénéficiaires dans la cuisine de ma grand-mère. La pensée, il ne s'agit pas seulement d'un chalet, s'est répétée dans mon esprit. Il s'agit d'eux, décidant que j'étais superflu. Mon exil du réveillon de Noël n'avait pas été un accident. C'était stratégique. S'ils pouvaient m'exclure émotionnellement, il serait plus facile de m'exclure financièrement. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, pressant ma main contre la vitre. Dehors, un jeune couple promenait son chien. Ils avaient l'air normaux, calmes, comme si leur week-end commençait comme les week-ends devraient commencer. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que le mien avait semblé normal. Derrière moi, mon téléphone a vibré. Un autre SMS de papa, j'ai besoin de cette clé. Les mots ont résonné différemment cette fois. Avant, ils avaient semblé être une pression. Maintenant, ils semblaient être une preuve. Ce n'était pas mon père qui était irréfléchi. C'était un plan coordonné, une lente étreinte. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis retourné à la table,
reprenant la lettre de maman. Je ne l'ai pas lue, mais je l'ai tenue à 2 mains, comme une boussole. Le tableau était complet maintenant. Emma voulait le chalet comme lieu de mariage. Jonathan voulait l'argent de la rénovation et les revenus d'Airbnb. Lily voulait la valeur à long terme intégrée à son mariage. Mon père voulait la paix avec sa nouvelle famille, assez pour faire semblant que j'étais l'obstacle. Et si je leur donnais la clé, ne serait-ce qu'une fois, l'élan changerait. Ils commenceraient à agir comme si c'était à eux. Ils feraient pression, ils insisteraient, ils pointeraient du doigt des compromis. Ils essaieraient de me faire honte de résister. Ils parleraient des équités tout en m'écartant discrètement. Le plan avait été élaboré à mots couverts, testé lors de barbecue, glissé dans des conversations de vacances, enhardi la nuit où ils m'ont exclu de Noël. Je comprenais maintenant, tout. Mon cœur s'est serré une fois, comme le dernier verrou qui se met en place. J'en avais assez d'être poussé. J'en avais assez d'être poli. J'en avais assez de faire semblant de ne pas connaître le jeu auquel ils jouaient. J'ai pris mon téléphone, pas pour donner une réponse à papa, pas encore. J'avais besoin d'une étape de plus. J'avais besoin de rassembler chaque preuve, chaque document, chaque mot, chaque détail qui montrait exactement comment le chalet m'était parvenu et pourquoi il n'était pas à eux de le réclamer. Ensuite, je les affronterais. Pas un par un, mais tous en même temps. Pour la première fois depuis le réveillon de Noël, ma respiration était calme. Chaque pièce du puzzle s'était enfin emboîtée. Et maintenant que je voyais le tableau complet, il n'y avait aucune chance qu'ils obtiennent la clé. Il n'y avait aucune chance qu'ils obtiennent la clé. Une fois que cette vérité s'est installée en moi, quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Pas de l'engourdissement, pas de la peur, juste de la stabilité, comme si une porte s'était fermée et verrouillée de mon côté. Les 2 jours suivants, papa a appelé sans arrêt. Les appels venaient par vagues, comme s'ils tournaient autour de la même demande sous différents angles. Au début, je les ai laissés aller sur la messagerie vocale, écoutant son irritation s'aiguiser. Il a dit que nous devions avancer. Il a dit qu'il espérait que j'avais de retrouver la raison. Il a dit que c'était une question de famille. Le 3e jour, il y avait de la pression sous chaque mot, le ton d'un homme qui avait promis quelque chose à d'autres et qui avait maintenant besoin que je livre la marchandise. Cet après-midi-là, alors que je rinçais une tasse à l'évier, mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai failli l'ignorer, mais le bourdonnement a continué. Quand j'ai finalement décroché, papa n'a pas perdu une seconde. Il a dit que Jonathan était occupé par les préparatifs du mariage, qu'Emma était stressée, qu'ils avaient besoin de clarté. Il m'a demandé pourquoi j'insistais pour rendre tout difficile. Sa voix portait le poids de l'attente, pas de l'amour. Il ne m'a jamais demandé une seule fois comment j'allais, pas à propos de Noël, pas à propos de la nuit où il m'a crié dessus, pas à propos des jours qui ont suivi. J'ai écouté sans interrompre, ma main posée sur le comptoir. Quand il a fait une pause pour respirer, j'ai répondu calmement. Je lui ai dit que Lily, Emma et Jonathan n'avaient aucun droit de toucher au chalet. Le silence à l'autre bout du fil a duré une demi-seconde avant qu'il n'éclate d'un petit rire incrédule. Il a dit que je semblais enfantine. Il m'a rappelé qu'il était mon père et que j'avais des responsabilités. Il a dit que le chalet était une propriété familiale et que je devais arrêter d'être égoïste. L'ancienne version de moi se serait effondrée sous ces mots. Je me serais excusé, j'aurais pleuré, et je me serais démené pour le rendre moins déçu. Mais la femme qui se tenait dans ma cuisine n'était pas la fille dont il se souvenait. Sa colère m'a balayé comme le vent frappant un mur de pierre. Les documents de ma mère étaient sur ce mur. Les volontés de ma grand-mère étaient ce mur. L'avertissement de Marie était ce mur. Et la vérité que j'avais découverte sur leur plan était plus forte que la culpabilité. Il a continué, élevant la voix, disant que le chalet faisait partie de notre vie de famille depuis des décennies. Il a dit que j'agissais comme une accapareuse. Il a dit, aucune fille à moi ne répondrait de cette façon. Je l'ai laissé vider chaque accusation jusqu'à ce que sa voix s'épuise. Puis j'ai pris une profonde inspiration, calme et contrôlée, et j'ai prononcé les 5 mots qui se formaient dans mon esprit depuis des jours, « Papa, tu n'as aucun droit. » La ligne est devenue silencieuse. Il a prononcé mon nom une fois, doucement et avec effort, comme s'il espérait que je reculerais. Mais la vérité s'était déjà trop profondément ancrée en moi. Je l'ai répété, plus lentement, « Papa, tu n'as aucun droit. » Je pouvais presque le sentir reculer à travers le téléphone. Il a essayé de se reprendre, balbutiant des arguments sur lesquels il s'était appuyé pendant des années.
Il a dit qu'il était mon père. Il a dit qu'il avait aussi des souvenirs au chalet. Il a dit, maman n'aurait jamais voulu ça. J'ai laissé chaque phrase se briser contre moi avant de répondre. Je lui ai dit que le chalet était passé de grand-mère Rose à maman, puis à moi. Je lui ai dit que son nom n'avait jamais figuré sur l'acte de propriété. Je lui ai rappelé que l'avocat l'avait dit devant lui, en 2020. Je lui ai exposé la chronologie, maman est morte en 2018, le chalet a été mis à mon nom au début de 2020, il s'est remarié avec Lily plus tard cette même année. Le chalet était à moi bien avant que Lily n'entre en scène. Je lui ai rappelé que cela signifiait que le chalet n'avait jamais été un bien matrimonial dans aucune de ses relations, que lorsqu'il a mis son alliance avec Lily, le chalet ne faisait partie d'aucune union ni d'aucun vœu. Il a essayé d'interrompre, mais j'ai continué à parler, ma voix aussi stable que possible. Je lui ai dit que ce que Lily lui avait murmuré à l'oreille n'était pas la loi, que le mariage d'Emma ne créait pas de propriété, que les avis immobiliers de Jonathan n'effaçaient pas les limites légales, que leurs espoirs et leurs plans ne réécrivaient pas comme par magie un testament rédigé par 2 générations de femmes. Il a changé de tactique. Il a dit que les familles sont une question de générosité, pas de paperasse, que j'oubliais ce que maman aurait voulu, que je laissais le chagrin me transformer en quelqu'un de froid. La mention de ma mère m'a blessé, mais elle a aussi tout clarifié. Si nous parlions des volontés de maman, je les avais par écrit. Pas de suppositions, pas d'hypothèses, ses mots, ses décisions, son intention que le chalet reste à moi. Je lui ai dit qu'utiliser son nom pour me faire pression n'était pas juste, et que ça n'allait pas fonctionner. Il a essayé à nouveau, cherchant autre chose. Il a dit que les revenus d'Airbnb pourraient l'aider dans sa vieillesse. Il a dit qu'il avait travaillé dur toute sa vie et qu'il méritait un peu de confort. Il a dit qu'il s'était sacrifié pour moi et que c'était maintenant à mon tour de me sacrifier pour la famille. La carte de la culpabilité, encore une fois, familière, prévisible, plus efficace. Je lui ai dit, doucement mais fermement, que son confort ne dépendait pas de me prendre quelque chose, qu'il avait sa propre maison, ses propres économies, que ce qu'il voulait, c'était la commodité, pas la nécessité, et qu'il n'avait pas le droit de dépeindre mes limites comme de la cruauté. J'ai exposé les 4 points aussi clairement que n'importe quel avocat aurait pu le faire. 1. Le chalet est un héritage direct du côté de ma mère. Il n'appartient qu'à moi. 2. Il ne t'a jamais appartenu légalement. Ni pendant ton mariage, ni après, jamais. 3. Quand tu t'es remarié avec Lily, le chalet était un bien propre. Rien de ton nouveau mariage ne l'a touché. 4. Lily, sa fille et son futur gendre n'ont absolument aucun droit légal, moral, émotionnel ou pratique dessus. Leurs désirs ne sont pas des droits. Il respirait lourdement à l'autre bout du fil, comme si chaque point le frappait physiquement. Puis il m'a demandé si j'avais vraiment l'intention de nuire à notre relation pour un bien immobilier. C'était la pire partie qu'il ait posé la question comme si le mal n'avait pas déjà été fait, par cette porte claquée à mon nez le soir de Noël. Je lui ai dit que la relation avait été endommagée quand il avait choisi le confort de quelqu'un d'autre plutôt que ma dignité, quand il m'avait exclu une nuit d'hiver et avait fait comme si de rien n'était, quand il n'appelait que pour exiger, jamais pour demander, quand il avait cru que les désirs de Lily valaient plus que mon histoire, mes souvenirs, mon héritage. Il n'a rien dit. Je pouvais le sentir chercher un autre angle, s'imaginant peut-être Emma contrariée, peut-être Lily blottie contre lui murmurant à quel point j'étais injuste, peut-être Jonathan insistant sur le fait que le chalet était gaspillé avec moi. Peut-être la honte de leur avoir dit qu'il pouvait leur livrer quelque chose qu'il n'a jamais possédé. Mais rien de tout cela ne lui a donné de nouveaux mots. Sa voix était plus faible quand il a finalement parlé. Il a dit que Lily pourrait ne pas me pardonner. Il a dit qu'Emma pourrait me désinviter du mariage. Il a dit que je devrais penser aux conséquences. Je lui ai dit doucement que les conséquences étaient déjà arrivées le soir de Noël, quand il m'avait dit de partir. Que j'y avais survécu à l'époque, et que j'y survivrai à nouveau. Il n'y a pas eu de cri à la fin, pas de discours final dramatique, juste le son cassant d'un homme à court d'histoire à se raconter. Il a dit qu'il devait y aller, et il a raccroché. Le silence dans ma cuisine était plus lourd qu'avant. Le chagrin est venu en premier, s'installant dans mes côtes, le chagrin pour le père que je pensais avoir, le chagrin pour les années où j'avais cru qu'il me voyait, le chagrin pour les choses que je ne pouvais pas réparer. Mais sous le chagrin, quelque chose de plus fort a émergé, la résolution, la certitude, la faible chaleur de se tenir droite pour la première fois de ma vie. Je savais que Lily, Emma et Jonathan n'accepteraient pas cela en silence. Je savais que leur plan avait été soigneusement élaboré, et qu'ils se battraient pour le sauver.
Je savais que la prochaine tempête approchait. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. J'ai pris la lettre de maman sur le comptoir, je l'ai serrée contre ma poitrine, et j'ai respiré. Le prochain coup était à moi. Le chalet était silencieux quand je suis arrivé tôt ce matin-là. La neige s'accrochait encore aux branches des pins, les alourdissant comme des épaules fatiguées. L'air avait ce froid vif qui rendait chaque son plus fort. Je me suis tenu sur le porche, le dossier dans mes mains, et je me suis permis de respirer une fois avant d'entrer. Je les avais tous invités pour 10 heures. Je ne savais pas s'ils viendraient vraiment, mais quand le gravier a crissé sous les premiers pneus, j'ai senti quelque chose de stable s'installer dans ma poitrine. Le camion de mon père est arrivé le premier. Lily était sur le siège passager, les lèvres pincées en une fine ligne rose. La voiture d'Emma est arrivée un instant plus tard, sa vieille berline argentée remplie de magazines de mariage sur la banquette arrière. Jonathan est sorti derrière elle, ajustant son manteau comme s'il arrivait à un rendez-vous d'affaires. Pendant un moment, ils sont tous restés dehors, me regardant avec 3 expressions différentes. Mon père avait l'air tendu, déjà sur la défensive. Lily avait l'air méfiante, comme si elle entrait dans une inspection qu'elle pourrait ne pas réussir. Emma avait l'air agacée, comme toujours quand quelque chose n'allait pas immédiatement dans son sens. Jonathan avait l'air confiant, trop confiant, le genre d'homme qui pense que le charme peut tout résoudre. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Nous devrions parler à l'intérieur, ai-je dit. Il fera plus chaud. Personne n'a discuté. Ils sont entrés un par un, amenant l'air froid avec eux. Quand la porte s'est refermée, je me suis dirigé vers la table de la salle à manger, la même table où maman et moi jouions aux cartes pendant les tempêtes d'hiver. J'ai posé le dossier et je l'ai ouvert lentement. Chaque mouvement semblait lourd, délibéré. Mon père m'a observé attentivement, ses yeux se plissant de confusion, et de quelque chose d'autre, peut-être de la peur, peut-être de la culpabilité, peut-être les deux. Allons droit au but, a dit Emma en croisant les bras. Nous avons tous des choses à faire aujourd'hui. La façon dont elle l'a dit m'a fait frissonner, mais j'ai gardé une voix égale. Nous y viendrons. Je veux juste que tout soit clair. Jonathan a laissé échapper un léger soupir, comme s'il était patient avec une enfant. Très bien, Claire. Explique-nous. De quoi s'agit-il? J'ai sorti le premier document, une photocopie du testament de ma grand-mère, la signature pâle, les bords usés. C'est le testament de ma grand-mère, ai-je dit. Elle a laissé le chalet à ma mère. Seulement à ma mère. Pas à mon père, pas à la famille dans son ensemble. À ma mère. Je l'ai posé sur la table. Ensuite, j'ai sorti le testament de ma mère, le document qui était resté dans mon tiroir pendant des années, intact, parce que le lire me faisait trop mal. C'est de la part de maman, ai-je dit. Elle m'a laissé le chalet. À moi seul. Je l'ai posé à côté du premier document. Puis, j'ai ajouté les papiers de transfert de titre de 2020, ne mentionnant que mon nom. Ceci montre que le chalet a été entièrement mis à mon nom avant que papa ne se remarie avec Lily. Les épaules de mon père se sont légèrement affaissées. Lily lui a jeté un regard, puis a rapidement détourné les yeux. Je n'avais pas fini. J'ai fouillé dans le dossier une dernière fois et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au fichier audio que Marie m'avait laissé enregistrer lors de notre appel. Je lui avais demandé la permission, et elle avait accepté sans hésiter, disant que les gens devaient être prudents quand d'autres essayaient de déformer la vérité. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Marie a empli le chalet, stable et factuelle. Elle a dit qu'Emma était passée pour demander depuis combien de temps mon père possédait le chalet. Elle a dit que Jonathan voulait savoir quels papiers seraient nécessaires pour mettre le chalet en propriété commune. Elle a dit que Lily était venue le mois précédent, pour demander si le chalet avait déjà été un bien matrimonial et combien il pourrait valoir. Leurs réactions ont été immédiates. Le visage de Jonathan est devenu blanc le premier, la confiance le quittant en quelques secondes. Sa mâchoire s'est contractée. Ses yeux ont balayé Emma, puis Lily, puis mon père. Emma s'est levée d'un bond si rapide que sa chaise a raclé le plancher en bois. Sa voix tremblait de colère et de panique. « Pourquoi lui as-tu dit ça ?» a-t-elle crié à Lily. « Pourquoi nous as-tu entraînés dans ce pétrin? Tu nous avais dit que ce serait facile. Tu as dit qu'elle n'utilisait jamais le chalet. Tu as dit que ça aurait dû être une propriété familiale de toute façon. » Lily a reculé comme si Emma l'avait giflée. Elle a secoué la tête rapidement. « Je n'ai jamais dit ça.
J'ai seulement posé des questions. J'avais juste besoin d'informations. Ne me mets pas ça sur le dos. Jonathan la regardait sèchement. Alors, tu as bien posé des questions. Tu nous as dit que c'était pratiquement la propriété de papa. C'est toi qui nous as poussé à examiner les documents. Les yeux de mon père se sont tournés vers Lily si rapidement que c'en était presque douloureux à regarder. Sa voix était basse, presque un murmure. Lily, qu'est-ce que tu leur as dit exactement? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle remettait ses cheveux derrière son oreille. Elle a essayé de sourire, le genre de sourire que quelqu'un porte quand il espère que la vérité s'adoucira s'il fait semblant assez fort. Marc, a-t-elle dit doucement. J'ai seulement posé quelques questions. Je voulais comprendre la situation. Je n'ai jamais voulu que les choses se compliquent. Il l'a dévisagé. Son visage montrait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était pas en colère, pas encore. Il réalisait quelque chose. Lily, a-t-il répété, plus lentement cette fois. Qu'est-ce que tu m'as dit? Elle a détourné le regard. C'était sa réponse. Chaque partie de lui s'est tendue, ses épaules, sa mâchoire, même la façon dont il se tenait, comme si le sol sous lui s'était dérobé. Emma est retombée sur sa chaise avec un bruit sourd. Jonathan est resté rigide à côté d'elle, fixant le sol comme s'il faisait des calculs mentaux et que chaque chiffre sortait faux. Je suis resté assise en silence, regardant tout s'effondrer. Ils se sont tous retournés les uns contre les autres, dès que la vérité a éclaté, tous ces petits chuchotements, ces conversations en aparté et ces suppositions confiantes se flétrissant devant la paperasse. Mon père s'est finalement tourné vers moi. Il avait l'air plus vieux que n'importe quel chiffre ne pourrait le mesurer. Sa voix avait une fêlure que je n'avais jamais entendue. Claire? Est-ce qu'elle est vraiment venue ici pour demander la valeur du chalet? J'ai hoché la tête. Et Emma et Jonathan? J'ai de nouveau hoché la tête. Il a fermé les yeux, et j'ai vu quelque chose en lui se briser un peu, pas bruyamment, mais réellement le genre de rupture qui survient quand on voit enfin la vérité sur les gens qu'on aime et en qui on a confiance. Il a de nouveau regardé Lily. Sa voix était plus fine maintenant. M'as-tu menti? Elle a secoué la tête rapidement, trop rapidement. Marc, je n'ai jamais menti. J'ai seulement posé des questions. Je n'ai jamais dit que ça nous appartenait. J'ai juste pensé qu'on devrait en discuter. Une discussion, a-t-il dit doucement, n'est pas ce qui s'est passé à Noël. Lily s'est figée. Il savait. Il a finalement vu l'humiliation à la porte, les cris, la façon dont il avait si rapidement pris son parti, la façon dont Noël s'était transformé en un mur entre nous parce que quelqu'un d'autre lui avait murmuré à l'oreille. Lily a ouvert la bouche pour se défendre, mais aucun mot n'est sorti. Elle a regardé de lui à Emma, puis à Jonathan et de nouveau à lui, son expression se fissurant sur les bords. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Chaque pièce qui avait été cachée était maintenant exposée à la vue de tous, sur la table entre nous, les testaments, le titre de propriété, l'enregistrement, la vérité. Les mains de mon père se sont crispées sur ses côtés. Il n'était pas en colère contre moi. Il était en colère contre ce qu'il avait permis, contre la façon dont il avait réorganisé ses loyautés sans en réaliser le coût. Il a pris une longue inspiration, puis a ouvert les yeux. Ils étaient humides et rouges, mais stables. Je pense, a-t-il dit doucement, que vous trois devez vous expliquer. La pièce est devenue très silencieuse, à l'exception du vent qui frôlait les fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai vu mon père non pas comme l'homme qui m'avait mise de côté, mais comme l'homme forcé de voir les conséquences de l'avoir fait. Et Lily n'avait plus une seule réponse à donner. Le silence dans le chalet semblait lourd, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Dehors, le vent frôlait les fenêtres en de longues et lentes respirations. À l'intérieur, chaque regard semblait chercher quelqu'un d'autre à blâmer. Jonathan a été le premier à bouger. Il a redressé les épaules, a lissé sa cravate d'un geste rapide et agité, puis a de nouveau regardé les documents sur la table, les testaments, le titre de propriété, mon téléphone avec la voix de Marie résonnant encore doucement en arrière-plan avant que j'arrête l'enregistrement. Alors c'est ça, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour quiconque. Le chalet est vraiment à elle. Emma a tourné la tête vers lui. Elle avait toujours l'air abasourdi, son visage marbré par les larmes qu'elle essayait de ne pas verser. Bien sûr qu'il est à elle, a-t-elle sèchement répliqué. Tu savais qu'il y avait une chance. Tu avais promis que tu t'en occuperais.
Jonathan a tourné son regard vers elle, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de dur et de froid dans ses yeux qui n'avait rien à voir avec moi. Il n'y avait plus de charme, plus de fausse patience. M'en occuper, a-t-il répété lentement. Emma, je ne suis pas un magicien. Je ne peux pas fabriquer une propriété là où il n'y en a pas. Tout ce que nous avions prévu dépendait de cet endroit, le mariage, les photos, les revenus locatifs, tout. Il a balayé de la main vers les fenêtres, vers le lac, les grands arbres, le porche que ma grand-mère avait teint elle-même. Sans ce chalet, a-t-il dit, les chiffres ne tiennent plus. Emma l'a dévisagé comme si elle ne comprenait pas la langue qu'il parlait. Les chiffres, a-t-elle dit. Tu parles de chiffres en ce moment. Il n'a pas bronché. Qu'est-ce que tu croyais que c'était? A-t-il demandé. L'amour ne paie pas les salles de réception, les lunes de miel et les dettes de cartes de crédit. On en a parlé. Le chalet était censé être notre point de départ. On y mettait notre travail, ton père en profitait en famille, et le reste du temps, c'était une source de revenus. Mon estomac s'est noué. L'entendre formuler cela si crûment, sans même essayer d'adoucir les choses, rendait tout ce que j'avais suspecté encore plus sinistre. Emma a secoué la tête, le désespoir montant dans sa voix. On peut trouver un autre moyen, a-t-elle insisté. Peut-être qu'on peut encore convaincre Claire. Peut-être que papa peut lui parler. Elle est déraisonnable, c'est tout. Elle s'est tournée vers moi avec des yeux fous. Dis-le lui, a-t-elle exigé. Dis-lui que tu vas reconsidérer. Tu as dit que tu aimais papa. Tu ne peux pas sérieusement être prête à gâcher tout mon mariage pour un chalet. C'est fou. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai déjà donné ma réponse, ai-je dit doucement. Le chalet ne fait pas partie de ce mariage. Jonathan a expiré dans un rire sec et amer. Voilà, a-t-il dit, tout simplement. Il a de nouveau regardé Emma. C'est toi qui as insisté, a-t-il dit. Tu m'as dit que ton père possédait pratiquement le chalet, sauf sur le papier. Tu as dit que Claire céderait si on la pressait assez. Tu as dit que ta mère s'en occupait. Il a fait un signe de tête vers Lily. Et maintenant, a-t-il poursuivi, il s'avère que rien de tout ça n'était vrai. Il n'y a pas de bien, pas de levier, rien avec quoi travailler. Emma le regarda, bouche bée. Et alors, a-t-elle dit. On s'adapte. On réduit quelques dépenses. On attend un an de plus. On serre le budget. Les gens font ça tout le temps. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Jonathan la dévisagea comme si elle suggérait quelque chose d'offensant. Attendre un an de plus, a-t-il répété. Vivre dans cet appartement exigu pendant 12 mois de plus? Reporter le remboursement de mes prêts parce que tu veux des fleurs et des marque-places personnalisées. Ce n'était pas que des fleurs, a-t-elle rétorqué. Et tes prêts ne sont pas de ma faute? Il l'a regardé longuement. Puis quelque chose dans son expression s'est complètement brisé. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé, a-t-il dit. Les mots sont restés là, lourds et méchants. Quoi, a murmuré Emma. Qu'est-ce que tu viens de dire? Jonathan a haussé les épaules, comme si toute la conversation l'ennuyait. Je ne me marie pas dans le chaos, a-t-il dit. Pas sans la stabilité dont nous avons parlé. Pas de chalet, pas de projet, pas de revenus supplémentaires. Juste du stress, des drames et un père qui ne peut pas empêcher sa propre famille de s'effondrer. Il a jeté un regard pointé vers mon père, ce qui l'a fait tressaillir. Emma le dévisagea comme s'il l'avait giflé. Tu me quittes, a-t-elle dit lentement, comme si elle testait la forme des mots. Pour ça? Pour la réalité, a-t-il corrigé. Peut-être que ta famille peut se permettre d'ignorer les chiffres. Moi, je ne peux pas. Je ne vais pas m'attacher à une situation où chaque promesse s'effondre dès que quelqu'un se montre ferme. Il ne m'a pas échappé de qui il parlait par quelqu'un. Emma a alors tendu la main vers lui, ses doigts effleurant sa manche. Jonathan, s'il te plaît, a-t-elle dit. On peut arranger ça. Je vais parler à Claire. Je vais lui faire comprendre. Il a reculé. J'ai fini d'essayer, a-t-il dit. Je voulais un partenariat, pas un désordre. Il s'est tourné vers la porte sans un autre mot. Emma a émis un petit son brisé, mi-sanglot, mi-incrédulité. Elle a fait un pas après lui, puis un autre, mais c'était comme si ses jambes ne voulaient pas la porter jusqu'au bout. Il a ouvert la porte, l'air froid s'est engouffré,
puis il est parti. Le craquement de ses bottes sur la neige s'est estompé dans les marches. Puis le son de sa voiture qui démarre a dérivé dans le silence. La porte s'est refermée d'elle-même. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. Mon cœur me faisait mal pour Emma, d'une manière que je n'avais pas tout à fait prévue. Elle avait été cruelle avec moi, avide, pleine de droits. Pourtant, en la voyant là, vide et abasourdie, alors que l'homme qu'elle prévoyait d'épouser venait de partir, j'ai ressenti une pointe de quelque chose de brut et d'humain. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer la vérité. Voilà ce qui arrivait quand on construisait son avenir sur la propriété et les suppositions de quelqu'un d'autre, et qu'on le regardait s'effondrer. Emma s'est laissée retomber sur la chaise comme si ses os avaient disparu. Elle a fixé la table, les papiers, le vide. Son visage était devenu pâle. Papa avait l'air complètement secoué. Il avait suivi la dispute avec des yeux écarquillés, son attention passant d'Emma à Jonathan comme un spectateur à un match pour lequel il n'avait pas été entraîné. Maintenant, il s'est tourné vers Lily. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» a-t-il demandé, la voix rauque. Lily se tenait toujours à l'écart, les bras croisés sur sa poitrine, le visage tendu. Elle avait regardé Jonathan partir sans dire un seul mot. Ses yeux étaient sur les documents, pas sur Emma. Papa a pris une inspiration. « Est-ce qu'il vient vraiment de quitter ma fille parce qu'elle ne peut pas voler un chalet ?» a-t-il demandé doucement. Il y avait un tremblement dans ses mots qui m'effrayait plus que sa colère précédente. Lily l'a finalement regardé. Son expression était compliquée, un mélange d'irritation, de calcul et de quelque chose comme de la résignation. « Il est pragmatique » a-t-elle dit. Peut-être trop pragmatique. Mais il n'a pas tort sur le potentiel de croissance. Cet endroit aurait pu mettre tout le monde à l'abri. Tout le monde, a demandé papa. Il parlait toujours doucement, mais chaque mot avait maintenant un tranchant acéré. Tout le monde dans cette pièce, ou tout le monde que tu considères comme ta vraie famille. Lily a cligné des yeux. Marc, ce n'est pas juste, a-t-elle commencé. Il ne l'a pas laissé finir. Non, a-t-il dit. Je ne pense pas que la justice ait fait partie de tout ça depuis un moment. Il a pointé les documents d'une main tremblante. Tu m'as dit que ce chalet était pratiquement une propriété familiale, a-t-il dit. Tu m'as dit que Claire était égoïste, qu'il était temps qu'elle grandisse et qu'elle partage. Tu as fait comme si j'avais un droit légitime dessus. Mais en regardant ça, en regardant les dates, ce qu'Alice a écrit, ce que sa mère a écrit avant elle, rien de tout ça n'était vrai. Rien. Lily a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé. J'ai seulement pensé, a-t-elle dit, que ce serait mieux pour tout le monde si les choses étaient consolidées. C'est tout. Papa la dévisagea comme s'il la voyait pour la première fois, la voyait vraiment. Avais-tu l'intention de vivre de ce chalet à la retraite, a-t-il demandé très doucement. C'était ça, le plan? M'épouser, considérer l'héritage de ma fille comme le nôtre, et espérer qu'elle reste trop coupable pour dire non. Ses yeux ont brillé de colère. C'est insultant, a-t-elle dit. Je t'ai épousé parce que je ne voulais pas être seule, parce qu'on passait de bons moments ensemble. Parce que tu avais besoin de quelqu'un. Il a hoché la tête lentement. C'est vrai, a-t-il dit. J'avais besoin de quelqu'un. Et je pensais avoir trouvé une partenaire, pas quelqu'un qui se tiendrait dans ma cuisine pour me convaincre de jeter ma propre enfant hors du porche le soir de Noël, pour que son chalet soit plus facile à récupérer. Emma a émis un petit bruit, se recroquevillant comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Lily a détourné le regard, la mâchoire serrée. C'est toi qui lui as crié dessus, a-t-elle dit. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé. Non, a-t-il dit, mais tu te tenais derrière moi et tu m'as dit que c'était la bonne chose à faire. Tu m'as dit que Claire était dramatique. Tu m'as dit qu'elle nous freinait. Tu m'as dit que Jonathan pouvait nous aider à gérer le chalet pour en tirer des revenus. Tu as été très clair sur ce que tu voulais, Lily. Il a fait une pause. La question est-ce que c'est moi que tu as jamais voulu, ou est-ce que ça a toujours été cet endroit? Pendant un instant, personne n'a respiré. Lily l'a regardé, l'a vraiment regardé, et je l'ai vu prendre une décision derrière ses yeux, non pas de s'excuser, non pas de réparer, mais de limiter ses pertes. Elle a pris son sac à main, l'a soulevé du dossier de la chaise et a passé la bandoulière sur son épaule. Marc, a-t-elle dit, sa voix soudainement froide et distante, tu n'as rien à toi qui ne puisse pas disparaître avec une mauvaise conjoncture ou une facture médicale. Je pensais qu'ensemble,
nous pourrions construire quelque chose de plus sûr. Si ta fille ne coopère pas, c'est son droit. Mais je n'ai pas à rester pour les conséquences. Papa a tressailli comme si elle l'avait giflé. Alors c'est ça, a-t-il dit. Pas de chalet, pas de toit. Elle a haussé un peu les épaules. Tu es un homme bien, a-t-elle dit. Mais je ne suis pas à un stade de ma vie où l'amour seul suffit. Sans ce bien, tu n'apportes pas grand-chose, Marc. Je suis désolé. C'est juste la réalité. Elle n'était pas désolée, pas le moins du monde. Elle s'est dirigée vers la porte, l'a ouverte et est sortie dans le froid sans se retourner. Le bruit de son moteur de voiture a résonné dans l'allée une minute plus tard, puis s'est estompé dans le silence des arbres. Le chalet était très silencieux après cela. Emma était assise, recroquevillée, fixant le sol comme si elle ne pouvait pas comprendre que Jonathan et Lily l'avaient tous deux quitté le même matin. Mon père se tenait près de la table, une main agrippant le dossier d'une chaise si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne coulait. Il a regardé longtemps la porte vide. Puis il a de nouveau regardé les papiers. Puis, lentement, il a tourné la tête vers moi. J'ai vu tout s'abattre sur lui d'un coup. Non seulement qu'il avait eu tort à propos du chalet, non seulement qu'il m'avait blessé, mais que les gens qu'il avait choisis à ma place l'avaient utilisé comme un pont vers quelque chose qu'il voulait, et qu'une fois que le pont ne menait plus nulle part, il n'avait pas hésité à s'en aller. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, mon père avait l'air vraiment seul. Et je n'ai pas eu besoin de dire un seul mot pour qu'il comprenne exactement pourquoi. Mon père se tenait là, dans le silence du chalet, fixant la porte vide par laquelle Lily était sortie, et l'endroit où Jonathan avait disparu dans les marches enneigées. Emma était repliée sur elle-même à la table, sa respiration courte et tremblante. La lumière du matin à travers les fenêtres semblait trop vive pour la lourdeur de la pièce. Je sentais son regard se tourner à nouveau vers moi, mais je n'ai pas regardé en retour. Pas par cruauté, juste par épuisement. Tout dans ce chalet semblait fracturé, et aucune des pièces ne m'appartenait à réparer. Finalement, il s'est raclé la gorge. C'était un son doux, le genre qu'il faisait quand il était mal à l'aise et essayait de gagner quelques secondes avant de parler. Mais cette fois, ça sonnait plus vieux, usé. Claire, a-t-il dit, mais rien n'a suivi, comme si la seconde moitié de la phrase lui avait échappé. J'ai pris le dossier de la table, je l'ai fermé et je l'ai serré contre ma poitrine. Je n'ai rien dit, pas encore. Le poids de ce moment était déjà assez lourd sans que j'en rajoute. Papa a regardé Emma, puis de nouveau moi. Il a expiré par le nez et a secoué un peu la tête. Je n'aurais jamais pensé, a-t-il dit doucement, que ça en arriverait là. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, pas de dureté, juste de la confusion, de la douleur, et quelque chose d'autre en dessous, quelque chose proche de l'humiliation. Je me suis dirigé vers la porte, saisissant la poignée, prête à sortir pour prendre l'air. Avant que je puisse l'ouvrir, il a de nouveau parlé, plus fort cette fois, comme si les mots lui avaient échappé avant qu'il ne perde courage. Claire, s'il te plaît, attends. Je suis resté immobile, ma main toujours posée sur le métal froid. Il a réessayé. Claire, je suis désolé. Les mots étaient fins et tremblants, mais ils étaient réels. Je me suis tourné lentement pour lui faire face. Il a dégluti difficilement. J'ai été assis ici, a-t-il dit, à regarder les papiers que tu as apportés, à entendre ce que Marie a dit, à regarder ce que Lily et Jonathan ont fait. Et je n'arrête pas de penser au réveillon de Noël, à la façon dont je me suis tenu derrière cette porte et je t'ai crié dessus comme si tu étais une étrangère. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'ai fermé les yeux un instant. Papa a passé sa main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il se sentait perdu. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, non pas en âge, mais en certitude. Toutes ces années à essayer de rafistoler une nouvelle famille s'étaient effondrées devant lui. Je pensais, a-t-il dit, que recomposer une famille signifiait faire des sacrifices. Je voulais que tout le monde s'entende. Je voulais une vie où Emma se sentait acceptée, où Lily était heureuse, où les choses ne semblaient pas vides sans ta mère. La mention de ma mère a fait quelque chose se tordre dans mon estomac, doux et douloureux. Il a poursuivi, Lily m'a dit que le chalet devait être partagé. Elle a dit que ça éviterait les disputes plus tard. Elle a dit que ça rapprocherait tout le monde. Je n'ai pas vu ce qu'elle faisait vraiment. Il s'est frotté le front. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait pression sur Emma et Jonathan pour qu'ils s'impliquent. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle. Il s'est arrêté,
incapable de trouver un mot qui convenait. Je l'ai laissé s'asseoir dans ce silence pendant quelques secondes. Le vent a fait trembler une branche lâche dehors. Emma a émis un petit son brisé, mais n'a pas levé son visage de ses mains. Finalement, j'ai dit, « Papa, tu dois assumer la responsabilité de tes choix. » Ma voix n'a pas tremblé. Elle n'est pas montée. Je n'étais pas cruel, juste honnête. Il a hoché la tête immédiatement, presque trop rapidement, comme s'il avait attendu que je dise exactement ça. « Je sais, » a-t-il murmuré. « Je sais que je le dois. Je t'ai poussé. J'ai écouté les mauvaises personnes. Je me suis laissé croire des choses qui étaient plus faciles que d'affronter la vérité. Et je t'ai blessé. Je t'ai beaucoup blessé. » La crudité de ses propos m'a serré la gorge. Je me suis détourné un moment et j'ai regardé par la fenêtre le lac, gelé en une nappe de verre pâle. Papa a pris une lente inspiration. « Je ne peux pas te demander de me pardonner, » a-t-il dit. « Pas maintenant, peut-être jamais. Mais je veux que tu saches que je le vois. Tout. J'étais aveugle, et j'ai honte de la rapidité avec laquelle j'ai laissé d'autres personnes me convaincre que tu étais le problème. J'ai senti quelque chose en moi se desserrer. Pas la guérison, pas encore, mais un nœud qui avait été trop serré s'était enfin relâché. Je suis retourné vers la table et j'ai posé le dossier. Emma a reniflé, son visage rouge et strié, mais elle n'a pas parlé. Papa s'est affaissé sur la chaise en face d'elle, ses épaules courbées par un poids que je ne lui avais jamais vu porter. Il a regardé ses mains, les retournant comme s'il ne les reconnaissait pas. « J'aurais dû te protéger, » a-t-il dit doucement. Au lieu de ça, j'ai laissé des gens qui te connaissaient à peine te dépeindre comme une égoïste, et je les ai crus parce que c'était plus facile que de voir ce qu'ils voulaient de moi. J'ai tiré la chaise au bout de la table et je me suis assise, laissant un espace entre nous, ne le rejetant pas, ne l'embrassant pas. Juste un endroit où la conversation pouvait vivre sans pression. Papa m'a regardé, les yeux fatigués mais stables. « Je ne veux pas te perdre, » a-t-il dit. « Pas pour ça, pas pour quoi que ce soit. » J'ai soutenu son regard. « Tu ne m'as pas perdu, » ai-je dit. « Mais tu as cassé quelque chose. Il faudra du temps pour voir à quel point ça peut être réparé. » Ses yeux ont brillé, mais il a rapidement chassé l'humidité d'un clignement. « Du temps, » a-t-il dit. « Je peux vivre avec ça. Le temps est juste. » Emma a finalement levé la tête. Sa voix était étranglée. « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Il a tendu la main sur la table et a posé une main sur la sienne. Malgré tous ses défauts, il l'aimait aussi. Il l'avait toujours aimé. Ce n'était jamais le problème. « On va trouver une solution, » a-t-il murmuré. Mais pas en volant quelqu'un d'autre, pas en faisant semblant que les choses nous appartiennent quand ce n'est pas le cas. Emma a essuyé ses joues avec le dos de sa main. Elle a hoché la tête, bien qu'elle ait toujours l'air que son monde entier s'était effondré. Peut-être que c'était le cas, mais c'était un monde construit sur un terrain fragile, et cet effondrement était inévitable. Je me suis levé, sentant la tension de toute la matinée dans mes os. Papa s'est levé aussi, s'avançant vers moi avec hésitation, comme s'il avait peur que je recule. Il a de nouveau prononcé mon nom. « Claire, merci de ne pas être partie. » J'ai laissé échapper un lent soupir. « Je ne pars pas, » ai-je dit. « Mais les choses ne redeviendront pas comme avant. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Tu dois comprendre ça. » Ses épaules sont tombées, l'acceptant. « Je comprends, » a-t-il dit doucement. « Et je veux mériter la place que j'ai encore dans ta vie. Pas la prendre, la mériter. » Il a pris son manteau, non pas pour partir, mais pour sortir prendre l'air. Je voyais qu'il en avait besoin. Moi aussi. Avant d'ouvrir la porte, il a fait une pause et a de nouveau regardé le chalet, non pas avec avidité, non pas avec un sentiment de droit, mais avec chagrin et clarté. « Ta mère voulait que ce soit à toi, » a-t-il dit. Et elle avait raison. Elle a toujours vu plus loin que moi. La vérité de cette phrase m'a transpercé. Il est sorti, l'air froid l'enveloppant. Emma est restée assise, fixant ses mains, et je suis resté dans l'embrasure de la porte un moment, laissant le froid toucher mon visage, laissant mon cœur s'apaiser autour de la forme de quelque chose qui n'était pas encore du pardon, mais qui n'était plus de la rage. Ne pas tourner le dos, ne pas courir pour recoller les morceaux, juste se tenir au milieu, laisser la réalité respirer. Ce n'était pas une résolution, pas encore. Mais c'était le début d'une. Pas un nouveau départ parfait,
pas une réinitialisation magique, juste le premier petit pas loin des dégâts et vers quelque chose de plus honnête. Les semaines qui ont suivi cette journée au chalet se sont déroulées à un rythme étrange. La vie ne s'est pas arrêtée simplement parce que ma famille avait explosé devant moi. J'avais toujours des échéances, des listes de courses, des factures sur le comptoir. Mais sous l'ordinaire, quelque chose en moi se réorganisait. J'ai recommencé à retourner au chalet les week-ends. Au début, cela semblait presque déplacé de remonter cette route sinueuse, comme si je me faufilais dans un endroit qui avait été traîné dans trop de disputes. Mais une fois que les arbres se sont refermés autour de la voiture et que le lac est apparu, un calme familier s'est installé en moi. Les nouvelles serrures ont cliqué solidement quand j'ai tourné la clé. Le système de sécurité a émis un bip quand je l'ai désarmé. J'ai parcouru chaque pièce lentement, touchant le dossier des chaises, le bord des cadres photos, le manteau de la cheminée où ma mère alignait des bougies parfumées en hiver. Le chalet semblait silencieux, mais pas vide. J'avais l'impression qu'il avait pris une longue et profonde inspiration, après des mois à être convoité comme un trophée. Un samedi après-midi, je me tenais dans la petite cuisine et je regardais par la fenêtre le jardin enneigé. Un écureuil a traversé la balustrade du porche. Le ciel était d'un gris pâle. Le monde extérieur était simple et immobile. Dans ma tête, cependant, quelque chose tournait en boucle. Le chalet était en sécurité maintenant. La paperasse était claire. Les serrures étaient neuves. Les gens qui voulaient le prendre s'étaient montrés et étaient partis. Alors, qu'allais-je en faire? Ma mère ne m'avait pas donné cet endroit pour que je passe ma vie à le garder comme un musée. Elle voulait que ce soit un refuge, oui, mais elle voulait aussi que j'aie un avenir, un vrai. De retour à Denver cette semaine-là, j'ai étalé mes finances sur la table de ma cuisine, relevé bancaire, épargne, une estimation approximative de la valeur actuelle du chalet, après toutes les améliorations que ma mère avait apportées et le travail que j'avais fait au fil des ans. Mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers le carnet de croquis sur le bord de la table, celui rempli de dessins, de planches d'inspiration et de petits plans de décoration intérieure avec lesquels je jouais depuis le début de ma vingtaine. J'avais toujours voulu ouvrir un studio de design, un petit, quelque chose qui se concentrerait sur de vraies maisons pour de vraies personnes, pas sur des pages de magazines glacés. Je ne l'avais jamais fait, parce que cela me semblait irresponsable, risqué, indulgent. Maintenant, après avoir vu d'autres personnes essayer de s'approprier ce qui était à moi, j'ai été frappé par l'étrangeté de la situation. J'avais eu peur d'utiliser mes propres biens pour construire ma propre vie, alors que d'autres avaient été prompts à l'utiliser pour construire la leur. Cette prise de conscience a de nouveau desserré quelque chose en moi. Quelques jours plus tard, je suis entré dans une petite agence d'une caisse de crédit locale à Denver, avec un dossier bien rangé sous le bras. L'employée à l'accueil a souri et m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Je lui ai dit que je voulais parler à quelqu'un d'une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. J'ai prononcé ces mots calmement, comme s'ils m'appartenaient, parce que c'était le cas. Je n'hypothéquais pas mon avenir pour renflouer quelqu'un d'autre. J'empruntais prudemment sur un bien qui était entièrement à moi, pour investir dans quelque chose dont je rêvais depuis une décennie. La conseillère en prêt était une femme d'âge mûr, avec des yeux bienveillants et une manière pragmatique. Elle a examiné mes documents, m'a posé des questions sur mes revenus, mes projets et le chalet. Nous avons parlé de limites, de taux d'intérêt et de sécurité. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans, pas de manipulation, pas de pression, juste de l'information et des choix. Quand je suis parti, le processus était en marche. Je n'allais pas épuiser la valeur nette, juste en utiliser une petite partie comme outil. Assez pour signer un bail pour un modeste local commercial et couvrir les coûts initiaux d'un petit studio de design d'intérieur à Denver. Assez pour m'offrir une chance. En rentrant chez moi en voiture, j'ai ressenti quelque chose que ma mère aurait reconnu. Pas de la vengeance, pas de la victoire. De la fierté. Je pouvais presque entendre sa voix sur le siège passager, me disant que c'était exactement le genre de décision qu'elle espérait que je prendrais, réfléchie, légale, indépendante, ancrée dans ce qui était à nous, pas dans ce que n'importe qui d'autre revendiquait. Pendant que mon avenir prenait forme, la vie de mon père est devenue plus calme. Lily a déménagé ses affaires en une semaine après cette journée au chalet. Il n'y a pas eu de dispute spectaculaire, d'après ce que j'ai entendu, pas de grande scène. Elle a juste emballé ses vêtements, son parfum et ses photos encadrées d'elle-même et d'Emma, et elle est partie. Si la maison où mon père lui manquait, elle ne l'a jamais montrée. Emma a envoyé un court message.
Elle disait qu'elle avait besoin de temps et me demandait de ne pas la contacter pendant un moment. J'ai respecté cela. Nous n'étions pas prêtes à parler, et forcer une conversation n'aurait rien changé à ce qui s'était passé. Mon père est resté seul dans la maison. La première fois qu'il m'a appelé après ça, c'était tard un mercredi soir. J'étais assise sur mon canapé en survêtement, examinant des échantillons de peinture pour le studio. Son nom s'est allumé sur mon téléphone, et mon estomac a fait un saut familier et mal à l'aise. J'ai répondu quand même. Sa voix semblait différente, plus rauque, un peu plus lente, comme si chaque mot avait un poids. Il m'a demandé comment j'allais, pas à propos du chalet, pas à propos de l'argent, à propos de moi, de mon travail, si je dormais, si je mangeais autre chose que des toasts et du café. Ce n'est qu'ensuite qu'il a parlé de lui. Il a dit que la maison était trop silencieuse. Lily avait emporté tous les petits bruits avec elle, et il se retrouvait avec le genre de silence qui fait réfléchir un homme à tout ce qu'il a fait de mal. Il a dit qu'il n'arrêtait pas de me revoir sur son porche, cette nuit de décembre, tenant ce dessert dans mes mains pendant qu'il criait à travers la porte. Il a dit qu'il était désolé, non pas comme une phrase pour obtenir quelque chose, mais comme un fait. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien. Ce n'était pas le cas. Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais. Je n'en étais pas encore là. Je lui ai dit que je l'entendais, que ses excuses comptaient, que la guérison prendrait du temps. Nous avons parlé comme ça pendant quelques semaines, de courts appels téléphoniques, de petites prises de nouvelles, pas de discussion sur Lily ou Emma, à moins qu'il ne les aborde. Et même dans ce cas, je ne remuais pas le couteau dans la plaie. Le pardon, ai-je réalisé, n'est pas un prix que l'on remet à quelqu'un après qu'il a dit les bons mots. C'est un processus que l'on traverse à son propre rythme, en maintenant ses propres limites. Environ un mois plus tard, il m'a demandé si je voulais le rencontrer pour le petit déjeuner. Juste nous deux, a-t-il dit. Personne d'autre. Un dîner près de chez toi. J'ai dit que j'y réfléchirais. Puis je l'ai rappelé le lendemain et je lui ai dit oui. Le dîner était un de ces vieux endroits qui sentaient le café, le bacon et les pancakes, peu importe l'heure de la journée. Quand je suis entré, il était déjà dans une banquette près de la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse comme s'il avait besoin de sa chaleur pour se tenir. Quand il m'a vu, il s'est levé trop vite et a presque renversé la table. Ça aurait été drôle dans n'importe quelle autre vie. Nous nous sommes assis. La serveuse a versé du café. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de petites choses, le temps, mon travail, son mal de dos, la façon dont le quartier changeait. Puis il a posé sa tasse et m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Vraiment fier. Pas seulement de ce que tu as fait au chalet, bien que cela ait demandé plus de courage que je n'en ai montré depuis des années, mais de la femme que tu es devenue, indépendante, courageuse, claire. Ma gorge s'est nouée. Il a poursuivi, et je suis reconnaissant que tu ne m'aies pas fermé la porte pour toujours. Je l'aurais mérité. Je le sais. Merci de ne pas avoir abandonné ton vieux père insensé. Les mots n'étaient pas parfaits. Il s'est un peu emmêlé dans l'ordre. Sa voix s'est brisée. Mais ils étaient vrais. Je n'ai pas tendu la main sur la table pour tout réparer en un seul instant. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. Ce que j'ai fait, c'est sourire un petit sourire, mais réel, et lui dire que j'étais contente qu'il ait appelé. Le petit déjeuner n'a pas été magique. Il a encore dit des choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel intérieurement. J'ai encore ressenti des éclairs de colère par moments. Mais il y a aussi eu des moments de rire partagé, des souvenirs de ma mère qui nous ont tous deux adoucis, des pauses honnêtes où nous avons admis que nous ne connaissions pas les bons mots. Quand nous nous sommes étreints sur le parking après, c'était comme étreindre un homme qui essayait, pas un homme qui croyait qu'on lui devait le pardon. Pour moi, c'était suffisant pour ce jour-là. Ce soir-là, je suis retourné en voiture au chalet. Le ciel était clair et plein d'étoiles. L'air me mordait les joues quand je suis sorti de la voiture. J'ai déverrouillé la porte, j'ai désactivé l'alarme et je suis entré dans la chaleur familière du petit salon. Je suis allé à la fenêtre et je l'ai ouverte de quelques centimètres, laissant l'air froid de la nuit entrer. L'odeur de pain et de neige se mêlait à l'odeur de vieux bois et à la légère trace de la bougie préférée de ma mère, qui persistait encore dans les interstices. Je suis resté là longtemps, à regarder la ligne sombre des arbres et la lueur pâle du lac gelé. Ce petit chalet avait été le centre d'une tempête que je n'avais jamais demandé. Les gens avaient essayé de l'utiliser comme un outil, une monnaie d'échange, un raccourci. Ils l'avaient vu comme une chose à capturer. Mais ce n'était jamais juste une chose.
C'étaient les mains de ma grand-mère qui ponçaient la rampe du Porsche, le rire de ma mère qui flottait depuis la cuisine, mes propres larmes d'adolescente qui trempaient le vieux canapé après ma première rupture. C'étaient 3 générations de femmes qui construisaient tranquillement quelque chose de solide dans un monde où les choses solides sont rares. Et maintenant, c'était mon ancre, mon levier, l'endroit où je pouvais retourner pendant que je construisais une nouvelle vie en ville, utilisant sa valeur pour investir dans mes propres rêves au lieu de financer ceux de quelqu'un d'autre. J'ai souri, seul dans cette petite pièce chaleureuse. Je n'avais pas perdu ma famille. J'avais perdu les gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu comme faisant partie de la famille en premier lieu. Mon père et moi, nous recommencions, non pas à partir du fantasme de ce que nous souhaitions que l'autre soit, mais à partir de la vérité de ce que nous étions réellement, imparfaits, blessés, en train d'essayer. Emma et moi étions toujours distantes. Peut-être qu'un jour, il y aurait de la place pour une conversation plus calme. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je ne me sentais plus responsable de réparer ses choix. Lily et Jonathan étaient partis. Ils pouvaient chercher une autre opportunité ailleurs. Quelle que soit leur prochaine cible, j'espérais que cette personne aurait des limites plus claires que celles que mon père et moi avions eues autrefois. Quant à moi, j'avais une clé dans ma main, mon nom sur un acte de propriété, une ligne de crédit mise en place dans une petite banque de Denver, et un bail qui attendait d'être signé pour un minuscule studio de design, près d'une rue pleine de gens transportant du café et des possibilités. Ma revanche, si vous voulez l'appeler ainsi, n'était pas de voir quiconque souffrir. C'était dans le refus d'être utilisé, dans le fait de me tenir droite dans ma propre histoire, de protéger ce qui était à moi et de l'utiliser ensuite pour construire un avenir dont je pourrais être fier. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop, ou pas assez, pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci, le silence peut être une force, et la vérité peut être la plus bruyante des revanches. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.